Ça va? Hein? C'est hyper violent comme entrée, je le sais bien. Ça va? Non, parce que moi, ça va super. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on va parler cinéma. Mais aussi parce qu'on va parler de ce format. Un format qui pour moi est plus accessible, plus simple à réaliser. Je retourne ma chaise de mon bureau, j'allume 2-3 lights, j'allume ma caméra, je mets le micro, j'enregistre. Et je parle de plusieurs films, de quand j'ai envie, comme je le veux. Mon autre format, c'est QPH, ce qu'il se passe là-haut, demande beaucoup plus de temps d'écriture, de préparation. Ça va sortir tous les 1 à 2 mois, je pense 2 mois, ça fait déjà 2 mois que c'est sorti. Ouais, je peux pas attendre autant de temps. Donc je fais ce petit format à côté, qui me restera moi. J'espère qu'il vous plaira. Et sur ce, jingle. Parce que oui, il y a un jingle. Il n'y a plus une goutte de café dans cet avion. C'est pas possible! Je viens justement de faire du café. Il doit être encore chaud. T'en veux? Allez, un petit café. On va en avoir besoin. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à 4 films sur Netflix. 4 films que j'apprécie, que j'ai envie de te partager. Des films tout public. Mais aussi pour et surtout pour les gens comme moi qui ont du mal à trouver leur cinéma sur la plateforme. Et sans plus attendre, on commence avec Uncut Gems. Un film que j'apprécie plus particulièrement. Et notamment grâce à 3 personnes. Joshua et Ben Safdie, les réalisateurs. 2 frères, 2 fauves, 2 trous dans le cerveau, poteau. Qui nous ont proposé Marcy de Jay-Z, avec l'hélicoptère. Mais aussi Good Time, avec Robert Pattinson. Et la 3e personne, c'est Darius Khondji, à qui on doit l'image incroyable de ce film, qui nous avait déjà impressionné avec Seven, ou même Alien et Résurrection, et Zidane, un portrait du 21e siècle. C'est vrai. Le film ouvre sur une mine en Éthiopie. Une foule de personnes arrive à un endroit, une personne grièvement blessée. Dans la foule, 2 ouvriers repartent en direction de la mine. Dans celle-ci, une opale jamais vue auparavant. Quelque chose de magnifique. On se perd rien qu'à la regarder. Le genre de pierre qui ferait plaisir à n'importe quel joaillier. Et ça tombe bien. Parce que dans Uncut Gems, Adam Sandler, c'est Howard Ratner, le gérant d'une bijouterie située à New York. On s'aperçoit très vite qu'Howard n'est pas tout blanc. Il doit $100 000 à quelqu'un. Il a l'air de s'attirer beaucoup d'ennuis. Mais la chance semble tourner pour lui. Il y a quelque chose qui est incroyable parce que dans sa boutique, il y a Kevin Garnett, une grande célébrité, un basketteur, qui vient et qui reçoit au même moment une opale. Howard. Howard, bien sûr. Et qui va gentiment lui la proposer? La même personne. Mais ce que Howard ne sait pas, c'est que pour refourguer une pierre à 1 million, l'acheteur ne suffit pas. Il y a un prix à payer. Entre le stress, le karma, la pression, les soucis, la cupidité et ou l'intelligence du bonhomme, le film nous montre de manière réaliste, trop réaliste, ce qu'est la vie de gérant, de ce bijoutier. Et ça c'est fort. Et c'est ça qui est génial dans le film. Quand t'es dans la bijouterie, avec 20 personnes, t'es dans la bijouterie avec 20 personnes. Comme tu le serais, comme nous, spectateurs, on le serait dans un magasin. Comme si toi, spectateur, tu te retrouvais d'un coup dans une boutique, qu'il y avait une embrouille, et que tu y participais. C'est la même chose dans un film. C'est le genre de film que j'adore parce que c'est immersif au possible. Et ça, c'est propre au studio de production. A24, qui a fait Hérédité, Midsommar, The Green Knight, The Witch, ou encore The Men, qui est actuellement au cinéma. Et ça, c'est ce qui me fait aimer le cinéma. Pour en finir avec Uncut Gems, c'est important de noter qu'il y a une petite transition qui se fait pour passer de l'Éthiopie à New York. De l'intérieur de la gemme à l'intérieur du côlon d'Howard. Ouais. Et chaque organe a une symbolique. Celle du côlon a pour signification de ne pas lâcher prise, par croyance ou par peur. Et c'est là tout le résumé du film. Ah, et dernier conseil. Si je disais que le film était réaliste au possible, regardez-le en VO. C'est un conseil. Pour ce deuxième film, dispo sur Netflix, Gone Girl, je tenais à le partager parce qu'il m'a laissé dubitatif jusqu'à environ 30 minutes. J'explique le contexte. Nick, joué par Ben Affleck, rentre chez lui. Il voit que sa femme a disparu, laissant derrière elle une maison saccagée.
du sang, un bordel pas possible. Bref, de quoi se poser des questions. Cette femme étant l'autrice à succès d'une bande dessinée pour enfants, l'affaire est vite médiatisée. Et ça a son importance pour l'histoire. C'est pas anodin que je dis ça. Je reviens sur la partie qui m'ennuyait jusqu'à environ 30 minutes. Précisément jusqu'à 27 minutes. Où, lors d'une audition à la police, Nick et ses beaux-parents répondent aux questions posées par les agents. Les parents d'Amy racontent le passé tumultueux de leur fille. Ses relations précédentes, Nick, au courant de ses relations qu'elle a pu avoir, n'y voit aucun souci, jusqu'à une relation dont il n'est pas au courant. Et c'est là, à la 27e minute, que ça prend un tournant intéressant. Après l'audition, une des agentes vient voir Nick seul à seul et lui transmet un objet qu'ils ont trouvé. Ça semble lui être adressé un peu plus personnel que prévu, si bien que Nick June décide d'aller jouer au Cluedo de son côté quant à la disparition de sa petite copine. Une attitude qui va pas le laisser en dehors des potentiels suspects aux yeux de la police, qui trouve son comportement de 1 pas très collaboratif et de 2 un peu suspect. Et vu que Nick a bon dos, la presse va venir aussi l'accuser d'être le coupable. Nous, spectateurs, pendant qu'on commence à avoir la compassion pour Nick et trouver injuste tout ce qui lui arrive, on voit qu'il a une amante. Donc là, on est un peu sous le choc. Wow. Nick est-il une grosse merde? Mais si je peux quand même éclaircir un point et apporter une petite aide pour vous donner envie de voir le film, il faut pas oublier un détail. Il s'agit d'un couple. Et même si l'histoire commence avec la disparition d'un des 2 membres du couple, un couple, c'est 2 personnes. Je dis pas que peut-être qu'elle est toujours en vie. J'adore ce long métrage, tu ne le serais pas dans cette vidéo. Mais pourquoi j'accorde autant d'importance à ce film? Car elle te surprend. Il y a des rebondissements imprévisibles, fondés sur des bases, elles, prévisibles. Ce que je veux dire par là, c'est que d'apparence, tu te dis, c'est un film banal, comme il en existe d'autres. Mais il te montre très vite le contraire. Et c'est un peu de ma faute, à vrai dire. C'est un peu de ma faute si je me suis mépris sur le film. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait au tout début. Un petit détail. Qui a fait le film? Fincher. C'est David Fincher qui a fait le film. Et ça, je l'ai pas vu. Petite erreur de ma part. Pour rappel, David Fincher, c'est Panic Room, c'est Fight Club, c'est Zodiac, et j'en passe. Dans ce 3e film, le réalisateur Antoine Fuqua s'associe avec Jake Gyllenhaal pour nous proposer un thriller, The Guilty. Je me rappelle avoir essayé de le visionner une première fois, il y a de ça peut-être 1 an. Et je me suis endormi devant. Alors non pas que le film soit ennuyant à mourir, mais qu'il n'aide pas à rester éveillé. Ce jour-là, en plus, j'étais fatigué. Voilà. The Guilty fait partie de ces films où l'intrigue est basée sur la tuerie. C'est d'ailleurs là le point central du film. Loin des gros muscles et des explosions hollywoodiennes, ici tout se passe dans un centre d'appel. En contactant le 911, je crois qu'un gangster est tombé l'œuvre, vous allez vous retrouver en appel avec un agent qui va prendre en considération votre urgence et la communiquer à ses collègues. Et c'est ce que fait Emily Hayton, jeune femme kidnappée dans un fourgon. Cette histoire basée sur un kidnapping en dévoile une autre. Celle de Joe Baylor. Joe Baylor, quoi. L'interlocuteur de Emily. Joe, c'est l'élément clé du film. Il est le reflet du spectateur. Ses émotions affectent son travail, sa nervosité le met dans des états. La normalité de ce personnage nous permet à nous, spectateurs, de s'imaginer en lui. Le film est immersif au possible. Joe est investi dans sa quête. Mais voyant l'absence d'investissement de ses collègues dû à un incendie qui ravage la ville, il va devoir faire une partie de l'enquête par ses propres moyens. En avançant dans sa mission, les questions qu'il se posait prennent réponse. Mais la situation prend une tournure totalement différente, que ni lui, ni nous spectateurs n'auraient imaginé. Je résumerai le film en une phrase. Les gens brisés sauvent les gens brisés. Tout à l'heure, je parlais de Zodiac, qui a pour acteur principal Jake Gyllenhaal. Et là, dans ce film, on a comme pour acteur principal Jake Gyllenhaal. Est-ce que j'essaierai pas de glisser quelque chose? Eh bien, peut-être que dans le prochain CQPH, le personnage principal, c'est Jake Gyllenhaal. Donc si t'as envie de savoir de quel film il s'agit, si jamais t'es intéressé, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, hop, ça c'est glissé. À la base, c'était pas prévu que je parle de ce film. Je voulais en faire que 3. Mais le film dont je vais vous parler, ça faisait un moment que je voulais le voir.
Et vu que Netflix l'a ajouté récemment à la plateforme, j'ai sauté sur l'occasion. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir ce film de Quentin Dupieux. Ça fait du bien au cinéma français. J'en parle. Ce film est un voyage dans l'incompréhension et l'absurde. Et en tant que spectateur, il m'était très dur de me situer à travers celui-ci. Je l'explique. Un homme, joué par Jean Dujardin, quitte sa femme et son travail et souhaite faire peau neuve, devenir un nouvel homme. Comme s'il souhaitait libérer quelque chose qu'il avait gardé en lui depuis tant d'années. Un homme qui semble se retrouver dans un manteau andin et qui petit à petit va vouloir compléter sa panoplie 100% d'un. Attention, une allégorie de la protection sociale, d'une carapace de protection, ou dans son cas, d'une dissimulation de l'identité. Georges, le personnage principal, interprété par Jean Dujardin, est un personnage mystérieux, dont on ne connaît pas grand-chose, et qui ne souhaite pas pour autant donner la moindre information sur lui. Il y a une seule chose qu'il partage. Son nouveau métier improvisé, celui de réalisateur. C'est d'ailleurs grâce à ce nouveau métier prétendu que notre protagoniste va attirer l'attention d'une jeune dame qui souhaite devenir monteuse et qui voit du coup en Georges une opportunité. Le personnage semble perdu et dégage une fausse confiance en lui au début, mais petit à petit va laisser un soupçon d'étrangeté, voire même de folie. Et nous, spectateurs, on va le suivre. On va suivre Georges dans sa descente aux enfers. Le Dain, comme me l'a rendu un ami, est une masterclass. J'en profite pour le remercier. Et j'utilise cet argument aussi pour te convaincre toi d'aller voir le film. Et si je devais conclure sur ce long métrage avec quelques mots, Le Dain est un très bon thriller français d'1h20. Fonce. C'est court, mais ça vaut le détour. Sur ce, n'hésite pas à aller voir les films tant qu'ils sont dispo sur Netflix. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et surtout, dis-moi les films que toi tu préfères sur la plateforme. Je me ferai un plaisir d'aller les voir dans la limite du raisonnable. Sur ce, ciao ciao.